Georges Walter, Émile Cioran, chose unique, vous accordez un entretien. Cet entretien, on va l'entendre dans quelques minutes. On sait que Cioran s'est toujours refusé à nos micros, à nos caméras. Donc cet entretien exceptionnel, vous l'avez vu avec lui le 29 mars dernier. Exactement, c'était quelques jours avant l'anniversaire de Cioran, qui a 80 ans depuis le 8 avril. Il est né en 1911. Il a, si je ne me trompe, à peu près le même âge que Otto de Habsbourg, ce qui est une coïncidence intéressante, au moins pour lui. Donc quelles sont les raisons qui l'ont poussé à vous accorder cet entretien? Vous êtes ami avec lui? Il m'avait fait l'honneur en 1967 de m'envoyer un mot aimable sur un de mes romans, mais je crois qu'il ne l'avait ouvert que parce qu'il s'appelait Les Enfants d'Attila. C'est un nom qui ne pouvait que le fasciner. Mais je ne l'ai personnellement rencontré qu'il y a 4 ans. Je ne crois pas que ce soit mes modestes ouvrages qui m'ont valu sa bienveillance. Certes, il était intéressé par le fait que je sois né à Budapest, compte tenu de l'absurde antagonisme séculaire entre Hongrois et Roumains. Cioran, toujours original, est un Roumain hongarophile, et je suis moi-même roumanophile, ou plus exactement cioranophile. Mais je crois que s'il m'a accordé cet entretien, c'est véritablement, essentiellement, à cause de mon père, qui est né comme lui en Transylvanie. La première fois que je lui en ai parlé, je me souviens que ses yeux se sont mis à pétiller. Alors la Transylvanie, pour la resituer, c'est donc cette province d'où est partie la révolte qui a abouti à la chute du régime Ceausescu. Oui, très exactement. Mais pour Cioran, la Transylvanie, c'est bien davantage. D'abord, le pays de son enfance, le lieu des paysages, que cet exilé, cet apatride, comme il se nomme en son honorant, n'a jamais revu. Et c'est surtout un lieu quasiment mythologique dans ses écrits, comme une sorte de source de sa pensée sur la philosophie de l'histoire. C'est un endroit où au moins 4 peuples ont longtemps cohabité, les Magyars, les Sicules, les Saxons et les Roumains, en se mêlant, en se battant au cours des siècles. Il y avait là les Turcs, etc. C'est une espèce de chaudière de l'histoire. Et Cioran est né en 1911, quand la Transylvanie était hongroise et la Hongrie partenaire de l'Autriche dans l'Empire des Habsbourg, qui s'est effondré, ou plutôt qui a été démembré par les Alliés à la fin de la Première Guerre mondiale. Vous savez, en France en général, on ne connaît pas très bien ces questions, on ne mesure pas l'importance de la question de Transylvanie, pas plus qu'un Hongrois ou un Roumain ne peut vraiment s'intéresser à nos questions corses ou basques. Quand Cioran était enfant, il a vécu physiquement la situation du Roumain, plus encore méprisé qu'opprimé par le Hongrois. Seulement chez lui, le ressentiment s'est transformé cioranesquement en admiration, sinon en fascination. Plus tard, en parlant du gendarme hongrois, il écrira ces mots: c'était l'étranger, l'ennemi. Haïr, c'était le haïr. À cause de lui, j'abhorrais tous les Hongrois avec une passion véritablement magyare, c'est vous dire s'il m'intéressait. Ces lignes figurent dans la lettre à un ami lointain, ce texte qui introduira la deuxième partie de l'entretien, j'y reviendrai, mais c'est là aussi, dans ce texte, que Cioran a écrit sur les Hongrois des pages magnifiques. Il dit « jalousé jusqu'à la férocité de leur langue ». Je succombe, dit-il, à son charme et à son horreur, à tous ces mots de nectar et de cyanure, si adaptés aux exigences d'une agonie. C'est en hongrois qu'on devrait expirer, ou alors renoncer à mourir. C'est assez fou, n'est-ce pas? Mais c'est avec raison que Cioran tient pour nécessaire aujourd'hui, comme vous allez l'entendre, le règlement d'un conflit de voisinage hongaro-roumain qu'il estime stupide et insupportable entre Hongrois et Roumains de Transylvanie. Ce conflit, il l'a vu déjà sous l'Empire austro-hongrois, qui était pourtant, selon lui, un haut lieu de civilisation, qui était le siège de la vraie culture d'Europe centrale. Donc l'entretien a eu lieu chez lui, et vous pensez que la Transylvanie a aidé à créer le dialogue d'emblée? Oui, et je crois qu'il faut souligner que ça s'est passé chez lui parce que ça ne s'est pas passé dans un studio. Et pour vous expliquer sa première phrase, je dois vous dire que pour l'intéresser, eh bien, une fois de plus, je lui ai parlé de mon père qui, en 1916, soldat dans l'armée hongroise, avait assisté au couronnement du successeur de François-Joseph, après la mort de ce dernier, qui était donc empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Il y avait eu donc une cérémonie à Vienne et puis une autre à Budapest. Et comme l'Autriche-Hongrie, alors alliée de l'Allemagne, sentait déjà le vent de la défaite, on trouva particulièrement émouvante l'apparition du petit prince, fils du roi Charles III qu'on couronnait. Eh bien, ce petit prince, c'était Otto de Habsbourg, en uniforme de hussard. Il avait 5 ou 6 ans.
je racontais à Sioran, au début de cette conversation, que lorsque cet enfant parut, tous les Hongrois se mirent à pleurer. C'est le truc, c'est en pleurant que se divertit le Hongrois. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Oui. Mes parents savaient à la perfection le Hongrois. Mais à la perfection. Ils savaient à la perfection. Oui, ils étaient en Transylvanie. C'est près de Sibiu actuellement. Ça veut dire quelque chose. C'est Nagyszeben. Oui. Voilà. Alors, oui, mon père était prêtre et il avait fait toutes ses études en hongrois. C'était dans l'Empire austro-hongrois. C'est avant la guerre de 14. Mais mes deux parents savaient à la perfection le hongrois. Et vous, non, parce que vous parlez de... Non, parce que je suis venu comment dirais-je, dans l'école. J'avais 4 ans, vous comprenez, au moment où la Roumanie, en fait, toute cette histoire, n'est-ce pas, etc. Mais je connais très bien ces problèmes, par mon père, n'est-ce pas, surtout. Je connaissais très, à la perfection. Mon père était, au début, il était prêtre dans un village, près de Nagyszeben. Mais après, il est devenu prêtre de Nagyszeben, de la ville. Moi, j'étais frappé que mon père me racontait des choses. Enfin, ce qu'était la Transylvanie, cette manière de vivre de ces deux communautés, était quelque chose d'assez extravagant. Il me disait que lui, dans son village, le jeu favori des jeunes garçons, s'il y avait un voisin roumain qui passait, c'était de le déshabiller, n'est-ce pas, et de le laisser en caleçon. Enfin, c'est une curieuse cohabitation, quand même. Oui. Et alors, quand on pense que c'est de cet endroit-là, que c'est là que sont nés les récents événements de Roumanie, n'est-ce pas? Oui, c'est quand même étrange. Oui, c'est... Bon, la Roumanie, c'est un mélange terrible, n'est-ce pas? Il est très difficile de trouver une formule pour normaliser. Je connais assez bien ce problème en Transylvanie, puisque j'en viens, n'est-ce pas? C'est presque insoluble. C'est presque insoluble, c'est deux communautés qui se détestent, et c'est trop bête. C'est idiot. Il aurait fallu trouver une formule. Vous comprenez? Il faut dire que les Hongrois méprisaient profondément les Roumains. ça mépris absolu. Et ça a aggravé les problèmes. Et c'est à cause de ce mépris, probablement, que sous Ceausescu, par exemple, on était si dur pour les Hongrois en Transylvanie. Enfin, c'est sans fin. Mais Ceausescu était un type méprisable. De toute façon, c'est pas lui. C'est pas. Les Roumains vont le mépriser, etc. Mais il y a ce passé, n'est-ce pas? Considère les Roumains comme un peuple de troisième ordre. Mais en même temps, les Roumains appréciaient les Hongrois. Il ne faut pas croire. Non, parce qu'ils sont plus honnêtes que nous, n'est-ce pas, des trucs comme ça. C'est très compliqué. Par mes parents, vous comprenez ça. Vous-même, n'est-ce pas, vous écrivez haïr, c'était haïr le Hongrois, et en même temps, vous témoignez d'une admiration. Oui, non, mais c'est certain. C'est certain, n'est-ce pas? C'est un problème extraordinairement complexe. Ce n'est pas les Américains qui peuvent le résoudre. Il faut quelqu'un qui connaisse, n'est-ce pas, vraiment, et trouver une formule. Les Roumains sont très malheureux au fond. Il faut un homme politique extraordinaire, n'est-ce pas, qui puisse trouver une sorte de formule comme ça. Il faut absolument sortir de cette impasse. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui ont pris le pouvoir après Ceausescu considèrent ce problème comme un des premiers à résoudre, comme une chose importante à résoudre? Je crois qu'ils voulaient résoudre, mais ces types sont impopulaires, mais pas à cause de ça. C'est que ça ne va pas, c'est la façon dont ils sont emparés de pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ça, c'est sûr. Mais eux, ils ne sont pas anti-hongrois. Ils sont au pouvoir. Ils sont pas anti-hongrois. Oui. Non, pas du tout. Mais ils sont impopulaires pour d'autres raisons, parce que ce qu'ils ont fait, c'est absolument incroyable, n'est-ce pas? Ils sont emparés, n'est-ce pas, du pouvoir. Vous ne pensez pas qu'ils ont la capacité, de toute façon, de résoudre un problème pareil? Non. Ils sont détestés maintenant en Roumanie. Donc il faut des types qui soient des types raisonnables, n'est-ce pas, et qui soient appréciés, n'est-ce pas? Il faut 2 ou 3 hommes politiques remarquables que les Roumains accepteraient, n'est-ce pas? Il faudrait que ça soit un chef populaire qui explique qu'il faut changer complètement de politique, etc., etc. Et ça peut se trouver, n'est-ce pas?
je trouve. Ça peut se trouver, mais est-ce que dans ces cas-là, quand il y a de tels bouleversements dans un pays, on voit quelquefois ce phénomène un peu partout de retour des émigrés, n'est-ce pas? Oui. Comme si eux pouvaient quelque chose que les autres ne peuvent pas, mais en réalité, est-ce qu'ils ont justement les capacités nécessaires ayant émigré pour résoudre des problèmes dans leur pays? J'ai quitté la Roumanie, ça fait 50 ans que j'ai quitté la Roumanie, je ne suis pas retourné. Et même actuellement, je ne vais pas y aller. Tout le monde sent qu'il y a un malaise profond et qu'il y a des solutions à trouver. On ne voit pas qui peut le faire. Mais les gens vraiment raisonnables, comme ça, disent ça ne peut pas aller comme ça. Tout dépend. S'il y a un homme politique, ça peut être possible. Parce que actuellement, c'est un malaise profond. C'est même un désespoir. C'est des gens. Et il faut qu'il surgisse quelqu'un. Moi, j'ai dit à tous les Roumains que j'ai vus, il faut résoudre ce problème. Il faut une entente avec les Hongrois, n'est-ce pas? C'est pas possible autrement. C'est une des choses les plus importantes actuellement comme problème de la Roumanie. Absolument. C'est pas avec des phrases comme ça, nationalistes, comme ça, c'est grotesque. Non, il faut regarder les choses en face, etc. C'est évident. Pourquoi imposer la langue roumaine aux Hongrois? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. Il faut une sorte de quasi-indépendance, vous savez. Vous voulez dire une espèce de quasi-indépendance pour la Transylvanie, pour la partie où il y a ce mélange, comment faire? Non, mais vous comprenez, c'est le modèle suisse, n'est-ce pas, des trucs comme ça. Voilà. C'est des trucs oui, mais alors ça, c'est le rêve en ce moment pour l'Europe, puisque partout les choses se détraquent. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie, n'est-ce pas? Oui, ça c'était grave. Alors, c'était une sorte de fédération. Enfin, c'est une sorte de fédération. Mais oui, il faut un très grand homme politique et qu'on ne puisse pas accuser de trahison, des trucs comme ça. Il faut quelqu'un qui est capable, et un type qui soit de Transylvanie, pas de Bucarest. Autrement, c'est le malaise très très grave qui va s'approfondir, qui est très dangereux. Ce terme d'Europe centrale qui a disparu presque du vocabulaire, ce qui est un malheur, n'est-ce pas? Qu'on a repoussé à l'Est tout le monde, n'est-ce pas? J'entendais toujours dire, les Hongrois, Europe de l'Est, je disais, mais non, c'est au centre, c'est pas... Mais cette Europe centrale, cette variété est une chose tout de même belle et intéressante, puisque elle correspond à 1000 personnalités, à des littératures, à des cultures, et en même temps, c'est la source aujourd'hui de tous les conflits les plus vulgaires, si on peut dire, n'est-ce pas, de l'histoire de voisinage. Oui, on revient à des problèmes anciens, n'est-ce pas, qu'on croyait dépasser, n'est-ce pas? Oui. Mais on a l'impression que rien n'a été résolu. Oui, c'est ça. C'est une sorte de néant, n'est-ce pas, comme ça, c'est très grave, n'est-ce pas? Et les gens sont très malheureux, vous savez, je ne vois pas tellement de Roumains, mais je vois comme ça. Et tous veulent plus ou moins s'en aller, ils ne savent pas, ils sont perdus, comme ça, c'est très impressionnant. Une des choses les plus terribles, vous ne croyez pas, pour les Roumains, pour beaucoup de peuples d'Europe centrale, c'est de s'apercevoir que la liberté ne suffit pas. Enfin, je veux dire que d'être tout d'un coup, de ne plus être des satellites de l'Union soviétique, ça ne suffit pas. En apparence, tout a changé et rien. Après le premier enthousiasme, c'est la déception et l'impossibilité de trouver des formules. Et on se demande quelle éducation leur donner, comment faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une entente possible. Tout est là, n'est-ce pas? Il faut trouver la formule. Quelle est la formule? Et faire comprendre à ces peuples qu'il faut dépasser le nationalisme d'avant. C'est ça qui est important. Tant qu'on reste chacun comme si l'histoire n'avait pas changé, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut qu'ils comprennent qu'il faut dépasser le nationalisme. C'est absolument indispensable. Si l'Europe doit se faire, c'est la condition primordiale. Parce qu'au fond, si, entre par exemple les Roumains et les Hongrois, il y avait un contact direct, c'est déjà un problème essentiel résolu. C'est au lieu de revenir aux vieilles formes de nationalisme qui est intolérable. C'est une époque comme celle-ci. Évidemment, la France ne connaît pas ces problèmes. L'Allemagne, on ne sait pas quel rôle elle va jouer.
L'Allemagne était beaucoup plus capable de comprendre ces problèmes. Mais c'est l'Allemagne d'avant, c'est pas comme ça. On ne sait pas si les Allemands veulent jouer un rôle important en Europe, ou si c'est seulement une histoire économique ou des choses comme ça. Si l'Allemagne, par tradition, connaissait ces problèmes. Oui. Je vous donne un exemple. En Transylvanie, il y avait une minorité allemande qui était importante. Oui. C'était très bien pour la Roumanie, parce que c'était eux, ils continuaient le système d'avant, c'est pas comme ça, et ils étaient très bien avec les Hongrois, c'était déjà très important, et ces Allemands ont quitté la Transylvanie. Pratiquement, ils ont foutu le camp. Quand j'ai vu que ce départ, c'est un abandon, j'ai dit, ça c'était grave, parce que ces types auraient pu jouer un rôle important. Étant objectif, eux, ils avaient de très bonnes relations avec les Hongrois, ils auraient pu vraiment... Ils auraient pu être le troisième larron favorable. C'est ça, c'est servir d'intermédiaire. Oui, c'est ça. Alors, je connais très bien ce problème parce que, comme je suis de Hermannstadt, n'est-ce pas, je connais très bien ce problème. Et quand j'ai vu qu'il quitte la Roumanie, il dit c'est une catastrophe. Et c'est à contre-cœur parce qu'ils étaient assez heureux. Ils avaient ces merveilleux villages, ensuite les villes et tout ça. Et eux, ils auraient pu jouer ce rôle. Et ça, c'est une perte. Tout de suite, quand j'ai vu qu'il quittait la Roumanie, ça aura des conséquences funestes. Parce que eux, ils étaient de l'Ancien Empire, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ils n'avaient pas du tout la perspective des Roumains, etc. Mais les Roumains le reconnaissent tout de même une sorte d'objectivité, comme ça, ils auraient pu arranger tout ça. Et à condition qu'ils jouent un rôle très important, pas comme minorité, n'est-ce pas? Et ça, c'est Ceausescu qui a été le type funeste, n'est-ce pas? Il a détruit la Roumanie, au fond, c'est ce type, moralement et de tous les points de vue, n'est-ce pas? Et c'est à cause de lui que les Allemands sont partis. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est malheur, comme ça. Moi, étant de Hermannstadt, je connais très bien ce problème. J'étais d'ailleurs le seul type qui allait dans la bibliothèque de Hermannstadt, le seul Roumain qui allait là-bas pour des livres, etc. Et je me suis créé La bibliothèque allemande. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'y allais tout le temps, n'est-ce pas? C'était vraiment... c'était ma bibliothèque, n'est-ce pas? Et là, vous avez étudié les philosophes allemands, n'est-ce pas? Oui, ça, je le début. Oui. Et je connais donc aussi le point de vue des Allemands. Eux, ils ont quitté, n'est-ce pas? C'est absolument insensé. Je crois qu'il en reste 20 000 en tout. Vous dites, vous êtes peut-être sévère avec à l'Occident de l'Europe, n'est-ce pas? Vous dites qu'on ne connaît rien à ces problèmes. C'est probable d'ailleurs, il est probable que vous avez raison, mais on a quand même le sentiment, à l'Ouest, de retrouver une Europe qui était perdue, n'est-ce pas? Il y a eu ce sentiment, enfin à partir de la chute du mur de Berlin, et puis finalement, on s'est dit, voilà, on va retrouver, toute l'Europe va revenir comme ça, dans une espèce de giron et sentimental et culturel et tout ça. Mais maintenant, on se trouve en face d'une Europe qui est dans un état quand même pas très brillant. Pas brillant du tout. Non, c'est même très grave, n'est-ce pas? Ça a pris une mauvaise tournure. Donc, ça ne risque pas d'empêcher l'Europe riche de donner le coup de main nécessaire à l'Europe plus pauvre pour simplifier un peu les choses. Oui. Ils ne connaissent pas, par exemple, l'Occident, proprement dit, ne connaît pas ce problème. C'est théorique comme ça, mais regardez Mitterrand. Il ne suffit pas d'avoir des idées généreuses. Mais en tout cas, il peut éventuellement servir un peu d'intermédiaire. C'est comme tous les Français, ils ne connaissent pas du tout ce monde-là. Ils ne savent pas ce que c'était l'Empire austro-hongrois. Si quelqu'un ignore ça, il ne comprend rien. C'était un monde, c'est une civilisation. En Roumanie aussi, le problème était très délicat parce qu'il y avait les Transylvains, les Roumains de Transylvanie qui connaissaient très bien ces problèmes. Mais les autres, non.
les autres de Bucarest, etc., ne connaissaient que Paris. En 1957, à Paris, Sioran publia « Lettre à un ami lointain ». Cet ami lointain, c'était Constantin Noïca, philosophe roumain d'origine grecque, qui était resté, lui, en Roumanie, et qui avait écrit à Sioran que, tout compte fait, l'exil est mieux ici. C'était la lettre affectueuse et critique d'un homme qui espérait encore pouvoir être utile à son pays, et aussi la lettre d'un homme qui croyait avec ferveur aux vertus de l'Europe et de cet Occident dont Sioran, de son côté, se demandait alors quelle malédiction l'a frappé pour qu'au terme de son essor il ne produise que ces hommes d'affaires, ces épiciers, ces combinards au regard nul et au sourire atrophié que l'on rencontre partout en Italie comme en France, en Angleterre de même qu'en Allemagne. Est-ce à cette vermine que devait aboutir une civilisation aussi délicate, aussi complexe? Mais Sioran disait aussi, répondant aux reproches de ne plus écrire en roumain, quelle torture il avait subie pour entrer dans la langue française. Quelle consommation, écrivait-il, quelle consommation de café, de cigarettes et de dictionnaires pour écrire une phrase tant soit peu correcte dans cette langue inabordable, trop noble et trop distinguée à mon gré. La réponse de Noïca ne parvint jamais à Sioran, mais valut à son auteur 6 ans de prison en Roumanie. Noïca, qui publia dans son pays la traduction des œuvres complètes de Platon notamment, et de nombreux ouvrages importants, réussit, dans la Roumanie de Ceausescu, à imposer son influence universitaire. Il est mort en 1987, l'histoire de son amitié avec Sioran remonte aux années de jeunesse, sa grande date est l'arrivée à Paris des 2 étudiants roumains. Nous sommes venus à Paris avec comme boursier de l'Institut français de Roumanie. Bucarest. Moi, je n'avais qu'une idée de venir à Paris. Tout pays, n'est-ce pas? Ça, c'était en 1930. Oui, c'était avant la guerre. Avant la guerre, 37-38. Oui. Noïca, c'était comme moi, n'est-ce pas? Nous dépendions de l'Institut français de Bucarest. Bon, j'étais assez lié avec le président, et Noïca aussi, n'est-ce pas? Mais Noïca, c'est un drôle de type. Moi, je voulais quitter la Roumanie. Il faut que je vive à Paris, etc. C'est devenir une sorte d'apatride. J'ai un statut d'apatride. Mais c'est fait quand chacun avec ses obsessions. Alors, Noïca est venu. Je suis venu 1 an ici à Paris avant lui. Ensuite, il est venu à Paris. Et je pensais qu'il allait mener la même politique que moi. Mais alors, vous savez ce qu'il a fait, c'est stupéfiant. Au bout d'1 an, il rentre en Roumanie, il ne revient pas. Alors qu'il avait la bourse, n'est-ce pas? C'est exactement comme moi. J'étais stupéfait. C'est stupéfait. Je crois que l'explication de tout ça, c'est qu'il voulait être efficace en Roumanie. Jouer un rôle de maître à penser, de tout comme ça. C'est la seule explication possible. Quand il m'a écrit qu'il ne revient pas, n'est-ce pas, qu'il reste là-bas, je dis que c'est une folie, c'est un suicide. Vous ne compreniez pas qu'on puisse retourner en Roumanie? Non. Mais je dis, mais c'est inouï. Mais il a réalisé ce qu'il a voulu faire, parce qu'il voulait agir en Roumanie. Et ça, finalement, évidemment, il a fait 6 ans de prison. Quelle prison? Mais c'était un peu le sens de tout ça. Il voulait devenir une grande personnalité. Il a quand même publié les œuvres complètes de Platon, n'est-ce pas, en roumain? Oui, son but, c'était d'influencer, d'être maître à penser, de mettre à penser et d'agir sur les jeunes, etc. Et ça, il a réalisé son idéal. Moi, je lui ai dit, mais comment aller là-bas avec des régimes politiques comme ce... Mais il a cherché ça. Il a seulement, évidemment, je crois qu'il ne pouvait pas imaginer que ça serait si grave, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Mais il voulait marquer un moment et jouer un rôle. Ça, c'est absolument sûr.
Et il dit, mais seulement c'est en 1957, et je suppose qu'après il a changé d'idée, parce que comment était-ce possible? Il dit que, quant à nous, il parle des gens qui sont restés à l'intérieur et tout en étant opposants, nous en sommes arrivés à penser que l'on peut parfaitement collaborer avec le marxisme et d'une manière marxiste en tant que contradicteur. Ça vous fait rire. Alors, mais son côté naïf, je n'ai jamais très apprécié ses jugements politiques. Il a toujours eu, il y a eu un élément de naïveté chez un homme très intelligent. Moi, très souvent, quand je discutais avec lui, je fédérais une sorte de naïveté qui est compatible avec l'intelligence. Au fond, Ceausescu l'a possédé, n'est-ce pas? Vous avez dit dans un petit texte sur lui que chaque fois qu'il vous rencontrait, il vous faisait des critiques et des reproches, n'est-ce pas? Tout le temps. Mais ce qui est important chez lui, c'est qu'il voulait influencer. Oui. C'est presque une maladie chez lui. Oui. Et c'est pour ça qu'il a cultivé les jeunes, et tout ça, être présent et être maître à penser. Ça, c'est sûr, et c'est ça qu'il a perdu. Et il vous fait un reproche à un moment donné qui est quand même intéressant. C'est à peu près le même. Je me rappelle qu'en 1968, après les événements de mai à Paris, un certain nombre d'entre nous étaient à Prague, n'est-ce pas? Et il y avait des étudiants qui nous disaient, mais nous ne comprenons pas, qu'est-ce qu'ils ont ces étudiants français, n'est-ce pas, à dire qu'ils ne veulent pas de la société de consommation. Mais nous, on voudrait bien consommer, n'est-ce pas? Ils disaient bien. Alors, de même, si vous voulez, Noïka vous reproche d'essayer de définir le vide de la liberté qu'on peut avoir en Occident, ou ses vices, et que vous parlez à des gens qui ne savent pas ce que c'est, n'est-ce pas? Vous parlez de pain à des gens qui ne connaissent pas le goût. C'est ça qu'il vous reproche à un moment donné dans sa lettre. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Que nous n'en avons pas une parcelle, alors comment pouvons-nous critiquer la liberté? Bon, ben maintenant ils l'ont. Oui. Oui, mais ça ne va pas très bien. ça ne va pas bien du tout. Donc vous aviez malheureusement un petit peu raison. Mais vous comprenez, Noïka, voilà sa tactique à Paris. C'est très intéressant. Moi, j'étais venu ici pour faire une thèse, mais c'était un mensonge. Je ne voulais pas faire une thèse, je ne m'intéressais pas du tout à l'université. Noïka, quand il est venu à Paris, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé rendre visite à tous les professeurs importants. Et alors, au début, il m'a dit, viens avec moi. Et alors, il faisait une impression extraordinaire. Moi, je faisais figure d'illettré. Voilà ce qu'il faisait. Il y avait la liste des professeurs de la Sorbonne, etc. Et alors, il demandait une audience, comme ça. Mais avant d'y aller, il allait à la Nationale, il demandait tous les livres du professeur qu'il allait voir. Et en quelques 2 ou 3 heures, il avait découvert tout. Alors, je suis allé avec lui 2 fois, et il a commencé à parler des livres du professeur. Tout était bien ébloui. Il y a des types qui, 20 ans après, et votre ami Noïka, n'est-ce pas? Professeur de la Sorbonne, parce que c'est le seul type, un type qui connaissait la valeur de la vanité. Non, oui, c'est très très fort. Et au bout des deux séances, j'ai compris que c'était pas possible. Je faisais figure d'illettré. Vous comprenez? Alors, j'ai compris sa manœuvre. C'était très habile et intelligent. Moi, je trouve que c'est une tête d'homme politique, presque. Disons comme ça. C'est très habile. Oui. C'est très habile. Tactique électorale, quasiment. Ben oui. Et alors, j'ai dit, non, j'ai fini, je ne viens plus avec toi. Je faisais figure d'illettré. Il aurait dû être ambassadeur ou des trucs comme ça. Normalement, il aurait dû même faire une grande carrière. Mais enfin, ce n'était pas le cas. Mais c'est le côté grec. Et donc, je vous assure, 20 ans après, des types qui je dis, il est en prison. Ils ne l'ont pas oublié. Non, parce que c'est surtout un étudiant étranger qui vient ici, c'est très comme. Et d'ailleurs. Très fort, oui. Oui, c'était un type très subtil, parce que il a aussi voulu faire la conquête de la Roumanie, enfin, intellectuelle.
Et il est parvenu, n'est-ce pas, jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, c'est certain. Il voulait être maître à penser. Alors, voilà ce qu'il a fait au Roumanie. Il est devenu, à un certain moment, la personnalité la plus importante. Et est-ce que ce rôle qu'il avait été connu par les autorités oui. Et donc il était surveillé probablement. Naturellement. Oui. Naturellement. Il a même partisé à un certain moment, vous savez, parce qu'il était subtil. Oui. C'est un manœuvrier fantastique. Jusqu'où pouvait-il aller? Mais non, c'est ça la question. Non, il a eu une sorte de régime spécial. On a à mon avis, il y a eu une sorte de pacte. Peut-être aussi que Ceausescu avait peur de trop toucher un homme comme lui. Il y a eu une sorte d'arrangement, mais c'était tout comme... Ça veut dire, il a dit, faites ce que vous voulez, je ne me mêle pas de votre histoire, mais laissez-moi faire moi aussi. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et cette politique s'est révélée formidable, parce qu'en sortant de prison, au lieu d'attaquer les Ceausescu, il a dit, il a très bien fait, n'est-ce pas? C'est ça. Et on l'a laissé faire, mais uniquement sur le plan intellectuel. Dans notre jeunesse, nous avions, par là, une sorte de maison, comme ça, et qu'on connaissait bien la région. Alors c'est mon frère qui lui a révélé cet endroit, et c'était devenu un lieu de pèlerinage. La police de Ceausescu surveillait de près, c'est qu'il ne savait, mais il était très prudent. Il n'attaquait pas le régime, etc. Mais il avait la liberté sur le plan strictement philosophique de faire ce qu'il voulait, parce que de toute façon, ça n'intéressait pas Ceausescu. C'est ça. Ceausescu, finalement, ne le trouvait peut-être pas très dangereux, non? Mais non, puisqu'il a joué le jeu. Il a joué le jeu, n'est-ce pas? Laissez-moi faire ce que je veux faire, n'est-ce pas, de faire la philosophie, n'attaquez pas le régime, mais sur le plan plus proprement intellectuel, il était assez libre, n'est-ce pas? C'est un jeu très subtil, c'est de grec, n'est-ce pas? C'est une histoire assez unique dans la Roumanie. Oui, c'était devenu un lieu de pèlerinage. Alors, on savait, on le sait maintenant, il y avait un type qui était là comme ingénieur, comme ça, et qui espionnait. C'est pas qui faisait des rapports, et tout le monde savait absolument, on l'a su après la mort de Noé, etc. Il était absolument espionné. Mais il a joué le jeu. C'était trop intelligent pour nous rendre compte que autrement on l'aurait arrêté, n'est-ce pas, etc. On l'a laissé faire, mais à condition de ne pas aller trop loin, n'est-ce pas, etc. Il a joué un double jeu, mais très intelligent. Et comme ça, il a pu travailler, il a pu écrire. C'était très subtil. Parce que tout le monde s'est demandé, mais comment se fait-il qu'il y a un pèlerinage chez lui? Et d'ailleurs, lui ne critiquait pas le régime. C'est le jeu super grec, mais très subtil, mais vraiment. Et c'était... Et Ceausescu et lui ont fait un très bon calcul. C'est ça la vérité. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je ne peux pas vous dire exactement. Parce que lui, il n'est jamais sorti de Roumanie. Oui, il n'est jamais sorti. Si, il est sorti. Si. Oui. Ouais, si. Il est sorti, donc vous l'avez vu en France? Ah oui. C'est ça. Oui, non, je l'ai vu. Mais parce qu'un jour, c'est ça où j'ai compris son jeu. Ce-ai mă cu Ceausescu? Il me pose cette question comme ça. J'ai dit, un juron roumain, je ne sais pas quoi. Ça m'a poussé, vous savez, ces trucs. Et j'ai deviné son jeu. Naturellement, je compris, c'était bien. Il avait vraiment une sorte de statut spécial. Et il n'y a qu'un type comme ça qui pouvait manœuvrer. Et il a rendu très grand service, vous savez, parce que grâce à lui, on a publié énormément de choses. Enfin, comme ça, c'était très positif, au fond. Oui, c'est ça. Il a favorisé des publications. Oui, non, moi, j'ai deviné son jeu, parce que ça, c'était pas difficile.
Bon, il y en a qui l'accusaient de trahison, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas vrai. Il ne critiquait pas Ceausescu, mais il ne l'a pas loué non plus. Non. Voilà. Non. Non. Il y avait une sorte d'arrangement. C'était très intelligent comme politique. C'est une histoire de survie dans la Roumanie de Ceausescu qui est intéressante. Oui. Non, mais c'est très important. Et Norica, c'est sous Ceausescu qu'il est devenu une grande personnalité. Ouais, c'est extraordinaire. Oui. Et pour moi, il y a des gens qui m'ont dit, non, c'est un jeu très subtil, c'est très important. Et il faut au contraire le soutenir parce que mais c'est là où il a manœuvré, vous savez, comme ça. Il y a des gens qui l'accusaient, n'est-ce pas, de c'est quoi, n'est-ce pas? Mais c'est pas vrai. Enfin, mais pour vous dire que c'était une personnalité très complexe. Il nous a jamais suggéré de rentrer, non, par hasard? Non. Non, ça, il savait que oui. n'en est pas question. Mais il est venu ici, il a fait très mauvaise impression. Pas pour Ceausescu, mais... Peut-être qu'il voulait qu'on ne tape pas trop sur la Roumanie. Oui, c'est ça. Oui. J'ai trouvé ça grotesque. Mais il y a des gens qui étaient révoltés. Comment Mais c'était sans aucune efficacité. On peut dire que c'est inutile. Il a fini par se rendre compte. Il a fait des concessions seulement pour lui. C'est sur le plan intellectuel, c'était une chose favorable pour la Roumanie. C'est positif, je pense. C'est ça, c'est très important. Oui. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que j'ai voulu le diminuer. Non, pas du tout. Non, parce que vraiment, c'était quelqu'un. C'était une très grande personnalité, un drôle de type, on peut dire, en même temps. Tout ça, c'est très complexe. Et il a joué tout de même un rôle très, très important. Pourquoi tous les Roumains maintenant font de la philosophie? Mais c'est vrai, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Ben oui, la philosophie était assez méprisée. Et vous croyez que c'est pour ça aussi qu'ils vous lisent tellement, les Roumains, qu'ils vous lisent vous-même? Oui, mais moi, vous savez, c'était facile. Tout ce que vous avez écrit est traduit en roumain, je suppose, non? Non, c'est maintenant qu'on traduit. Enfin, tout va être traduit, je veux dire. Oui. Mais il y avait déjà des choses, je crois, traduites en roumain qui étaient entrées en Roumanie. Vous n'étiez pas un auteur interdit en Roumanie. Non, mais mes livres circulaient. Bien sûr. Je me suis tenu à l'écart quand même, parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. Oui, déjà, sous Ceausescu, on a essayé. On a publié, même. Oui, mais aussi de vous attirer personnellement. Oui, mais ça ils ont essayé, mais je refusais. Même pas question. C'était vraiment... ce type a été une catastrophe pour la Roumanie. C'est absolument... Il a corrompu moralement. Un peuple qui était corrompu. C'est très souvent, il y a des gens comme ça qui font des conneries, des bêtises. J'ai dit ça, c'est l'école de Ceausescu. Il y a des types qui ont reconnu. Aujourd'hui, la Roumanie voudrait bien qu'il y ait un certain nombre de gens qui reviennent, n'est-ce pas? Qui n'ont peut-être pas envie de revenir. Commencez par vous. Je peux vous dire, il y a un mois, j'ai été invité par l'ambassadeur de France à Bucarest. Il m'a invité, venez à l'ambassade, vous serez chez moi. Je dis que je ne pouvais pas. Vous étiez toujours en territoire français, n'est-ce pas, là-bas? Oui, c'est ça. Moi, je lui dis, écoute, j'ai quitté la Roumanie il y a 52 ans. Je ne suis pas retourné, je ne peux pas. Vous n'avez aucune envie même d'aller faire un pèlerinage dans ces paysages dont vous parlez? Mais justement, ça se pose le problème, parce que j'aurai dans quelques temps, dans je ne sais pas combien de jours, c'est naissance. Anniversaire. Oui, je suis tout à fait contre ces choses. Oui. J'ai horreur, n'est-ce pas? Mais les Roumains, ils font du théâtre. C'est-à-dire, ils ne m'ont même pas invité, ils savaient que je n'irais pas. Et il y a une chose très curieuse dans ma famille, on n'a jamais fêté les anniversaires. Jamais. Mais eux, ils vous ont préparé le 80e. et je leur dis, pour moi, ça n'existe pas. Je ne veux pas, c'est pas à mon âge. Ensuite, je suis contre ces choses. De toute façon, faites ce que vous voulez, je ne peux pas vous en empêcher, mais théoriquement, je suis contre.
Il n'a rien à faire. Et même mon éditeur allemand, alors, les Allemands sont fous pour ces histoires, vous savez. Oui, ils aiment beaucoup. Oui. Et alors, il m'écrit, c'est un grand éditeur, dit, alors, on va, qu'est-ce que vous voulez, qui voulez-vous qu'on invite? Je dis, personne, mais je voulais absolument, non, je dis, je suis contre. Et dans ma famille, on n'a jamais fêté ses anniversaires. Et donc, je ne veux pas, absolument, je vous en supplie, parce que les Allemands sont, c'est une religion pour cette histoire. Oui. Alors, il dit, oui, alors on va venir à Paris. Faites ce que vous voulez, mais je suis contre ce concept. Et alors, ils font tout un tam-tam, n'est-ce pas, maintenant, en Roumanie, une liste d'invités, n'est-ce pas, comme ça. Faites ce que vous voulez, je ne peux pas vous en empêcher, n'est-ce pas. On vous a envoyé la liste des invités, je suppose. Oui. Pour vous montrer qu'ils sont oui. brillants. Mais je suis contre, mais je ne peux pas vous en empêcher. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, ça n'existe pas. Et c'est vrai, dans ma famille, on n'a jamais fêté notre anniversaire comme ça. Jamais. C'était très bien. Et pas à mon âge, cette comédie, absolument, je suis contre. Et actuellement, vous ne semblez pas très optimiste, mais vous ne souhaitez quand même pas les décourager non plus. Enfin, vous espérez que quelque chose... C'est pas... moi, je trouve que s'il y avait un gouvernement démocratique, ça serait vraiment un pas en avant colossal. Tout est là. Tout est là. Parce que j'ai l'impression que ces types qui sont là, ils sont sûrement très bien avec les Russes. Tout le monde le dit et c'est sûrement la vérité. Parce qu'il y a une illusion de liberté en Roumanie. Il y a une illusion de liberté. On peut écrire à peu près tout ce qu'on veut. C'est vrai. Mais tout de même, le phénomène le plus important en Roumanie, c'est les jeunes. Les jeunes sont contre. Et on a vu quand même la quantité des jeunes qui ont disparu en Roumanie, qui sont n'importe où. Ça, c'est très important. Je trouve que ça ne peut pas durer indéfiniment. Oui, vous savez, ce qui est inquiétant aussi, c'est que vous n'avez pas l'impression que cette Europe-là, qui est libérée, disons, qui n'est plus un satellite de l'Union soviétique, que cette Europe est en train de devenir de plus en plus une Europe d'immigrés ou d'immigrés potentiels, que les gens fuient, ont tendance à fuir leur pays. Absolument. Alors donc, que faire aussi? Oui, c'est... seulement, maintenant, pour eux, le problème, c'est que plus personne n'en veut. Mais oui, et alors ils fuient où? Alors, oui, c'est ça. C'est dramatique. Les Roumains, par exemple, ils n'ont pas eu... Les Français, non, tout est refusé, tout ce qu'ils veulent. Mais ils vont aller n'importe où. Je crois que la seule solution, ça serait que, par exemple, un type comme Mitterrand, il devrait intervenir, n'est-ce pas, écoutez, il faut changer un peu comme ça, c'est ça ce qu'il faudrait faire. Mais il ne le fera pas. Parce que lui, c'est un ami des chefs actuels. Dans quelle mesure il peut agir sur un pays qui n'est pas le sien? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la Roumanie? Mais il peut peser, vous pensez? Il pourrait peser. Si, parce que tout est là. Parce que sur le plan proprement intellectuel, il y a des choses, c'est énorme ce qu'il publie. C'est extraordinaire. Que les Roumains publient. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Donc, il y a une sorte de pas en avant, mais c'est le néant politique. Il n'y a pas une seule personnalité importante. Et c'est même un mystère. Je posais cette question, comment expliquer que ce peuple n'est pas donné une seule personnalité politique importante. Il n'y en a pas. Et ça, c'est même inexplicable. C'est très, très grave. Et ça, c'est le grand problème. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'homme politique? Comme c'est le néant, le néant politique. Et personne ne peut me donner une explication.
parce que il y a des gens qui n'ont pas été persécutés, qui ont pu, n'est-ce pas, moralement, qui sont pas compromis, n'est-ce pas, etc. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas des types qui croient qu'ils ont une mission? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les élections, cette majorité démente. C'est une provocation. Est-il possible quand même, après 10 ans de dictature, de toute façon, ils avaient la majorité. Même s'ils n'avaient pas truqué, forcément. Même s'ils n'avaient pas truqué. Ça, c'est déjà un mauvais signe, n'est-ce pas? Oui. En Hongrie, c'est pas comme ça. Vous savez, heureusement que je ne l'ai pas fait. 10 jours avant l'exécution de Ceausescu, j'étais sur le point d'écrire un article, Le néant valach. C'était vraiment, j'avais en tête, et c'est un article terrible contre la Roumanie. Et ça, c'était à la suite d'un déjeuner ici. J'étais invité par une dame que je connais, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait un type très insolent, et je ne le connaissais pas. Mais enfin, il savait que j'étais roumain. Il a parlé de tous les peuples de l'Est, etc. Et quant à la Roumanie, je ne vais pas en parler. J'ai tourné le dos, mais il m'a tourné le dos. Quand même, c'était grossier d'abord. C'est grossier, mais malheureusement, c'était à cause de ça que je voulais écrire cet article. Le néant valach. Et heureusement que je ne l'ai pas écrit parce que ça aurait été terrible. C'était invraisemblable. Mon article s'est appelé Le néant valach. Et ça aurait été terrible. C'était quand même au moment où les choses bougeaient un peu en Roumanie, n'est-ce pas? Oui, bougeaient, mais inefficacement. Tous ces pays alentours, tous avaient déjà. La Roumanie, c'était velléité. Qui est un petit peu venu de Transylvanie, une fois de plus. Une fois de plus. C'était quand même très grave, parce qu'insupportable. Pour moi, surtout que tout le monde bougeait. J'avais été en Hongrie, comme ça, tout. Et tout le monde, partout où j'allais, n'est-ce pas, mais qu'est-ce que votre pays là? C'est dur pour vous. C'est dur, n'est-ce pas? C'est du bon, c'est un pays malheureux, c'est un foot mal, c'est l'échec absolu, c'est tous ces trucs, toutes les explications possibles, mais c'était très pénible pour moi. Et ensuite, ça, il faut dire que c'est le seul truc positif chez les Roumains, c'est qu'ils pensent le plus grand mal d'eux-mêmes. Oui. C'est la seule chose. Il faut maintenant démontrer que ça va servir à quelque chose. C'est partout. Mais tout le monde, vous savez. Oh, c'est le Roumain. Et une sorte d'autodestruction, parce que c'est très curieux. Parce que les gens, il y a des gens, beaucoup d'étrangers des Nordiques, n'est-ce pas comme ça, qui me demandent comment expliquez-vous qui est ce peuple, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce que c'est. Je dis, c'est un peuple malheureux. C'est vrai, ensuite, il y a une sorte de fatalité, n'est-ce pas? Et le Roumain, c'est, d'après mon expérience, c'est le seul peuple qui croit fanatiquement au destin. Alors, c'est vraiment, les paysans, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est pas l'homme, n'est-ce pas? C'est la sorte, le destin. Oui, mais c'est profond. Les gens y croient, n'est-ce pas? C'est religieux, quasiment. C'est religieux, n'est-ce pas? C'est destino à Tessu Popor, n'est-ce pas, etc. Et c'est la seule chose positive. Si vous voulez. Non, mais parce que c'est profond. Là c'est pas de la. Non, c'est un sentiment vraiment. C'est une vision de la vie aussi. Combien de fois j'ai entendu en Roumanie, quand on parlait d'un type, d'un ivrogne qui a. Il dit, mais pourquoi il a fait ça? C'est la douce vraiment, il est. Tu connaissais le mot, vous voyez, hein? Un petit peu. Oui, mon Dieu, c'est les temps qui l'ont entraîné. Mais c'est un sentiment profond. Il n'est pas responsable, c'est les temps, les vrais mots, comme ça. Et c'est une sorte de métaphysique, de philosophie, n'est-ce pas? C'est tout. Et
c'est l'Orient, n'est-ce pas? On voit, n'est-ce pas, qu'on est un peuple venu de l'Orient, n'est-ce pas? Comme ça, c'est absolument profond. C'est l'Est. Oh, ah, c'est là, combien de fois j'ai entendu ça, et surtout des paysans, c'est pas comme ça, c'est ce qui explique l'inefficacité aussi. Ce que j'allais vous demander, si c'est efficace peut-être pour les individus, est-ce que c'est efficace pour un peuple dans une circonstance pareille? Non, c'est dangereux. Alors tout le monde est absous, n'est-ce pas? Tout fait une saloperie, une vol, n'importe quoi. Mais à un degré, c'est inimaginable. Ça m'a frappé dans mon enfance déjà, n'est-ce pas? Et ça continue maintenant, je crois, c'est même pire qu'avant. Et si on buvait quelque chose? Eh bien, volontiers. Oui, vous pouvez nous servir, s'il vous plaît, parce que vous êtes plus près. Moi, Tu veux placer Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on boive? Mais vous plutôt, qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est des choses douces. Louches? Non, douces, pas louches. Mais écoutez, on va voir. Mais je vais aller voir. Non, je vais faire des propositions. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a de fond là. Ça, c'est du whisky, c'est très dangereux au milieu de la journée. Et ça, qu'est-ce que c'est?